Bonjour Antoine Arjakovski. Bonjour. Historien, co-directeur du département politique et religion du collège des Bernardins. Il y a 18 mois, Vladimir Poutine envahissait l'Ukraine. On pensait que la guerre serait éclair, c'est maintenant une guerre de position. En mai, l'Ukraine a lancé une contre-offensive. Suffira-t-elle à rétablir la paix ? Non, elle ne suffira pas. Elle est importante puisque c'est quand même une armée qui, sur le papier, est 20 fois moins puissante que l'armée russe. Donc c'est déjà un exploit et elle progresse. Simplement, c'est vrai qu'on a l'impression que ça s'enlise. Pourquoi ? Parce que la guerre, c'est une hydre à 4 têtes. Il y a la dimension militaire, bien sûr, mais il y a aussi une dimension que je développe beaucoup dans le livre qui va bientôt paraître, métaphysique. Cette dimension métaphysique, elle a des conséquences sur le plan politique, sur le plan historiographique et aussi sur le plan religieux. Et donc il faut travailler sur ces 4 plans simultanément. Il faut peut-être expliquer ce que c'est que cette dimension métaphysique, parce que quand on voit une guerre, on voit un agresseur, un agressé, on n'a pas l'impression qu'il y a une dimension métaphysique là-dedans. Il y a une dimension métaphysique parce que le mal, c'est quelque chose de puissant et de profond dans la nature humaine et qui, comme l'expliquait René Girard, a tendance à se radicaliser. C'est le phénomène de la montée aux extrêmes et de l'extension du conflit. Et c'est exactement ce à quoi on assiste. Ça veut dire, c'est pas juste un phénomène visible où, pour des raisons économiques, mettons, un pays envahit un autre pays. C'est pour des raisons bien plus profondes qu'un pays s'engage à sacrifier une génération. On considère que là, il y a des centaines de milliers de Russes qui sont morts au combat depuis 1 an et demi pour aller aussi loin dans ce conflit et pour qu'en face, un pays comme l'Ukraine dise « pour nous, c'est existentiel ». On ne peut pas accepter que cette région, la Crimée ou le Donbass, soit perdue parce qu'on sait que ça veut dire torture, viol, génocide. On va le défendre jusqu'au bout. C'est donc qu'il y a une dimension métaphysique et si on ne comprend pas cette dimension métaphysique, on n'arrivera pas à soigner le conflit. Où trouve-t-elle ses racines alors, cette dimension métaphysique ? C'est l'histoire du peuple russe ? Alors, et c'est ce que j'explique dans ce livre qui va sortir donc début octobre pour sortir de la guerre aux éditions des Clés de Brouwer. Le problème, comme je le disais, il est sur 4 plans. Il faut bien diagnostiquer ces 4 plans. Il y a ce plan historiographique. Et c'est la raison pour laquelle Zelensky s'est piqué de propos historiques, disant que l'Ukraine avait toujours été russe. Bon, ça c'est un mythe. C'est une vaste blague, puisque du reste, la Russie est un État qui est plus tardif que l'Ukraine. La Russie ne s'affirme comme État qu'au XVIIe siècle avec Pierre le Grand, alors que la Rousse de Kiev, c'est un État qui s'affirme dès le Xe siècle, au moment du baptême de la Rousse. Donc voilà, il y a un travail historiographique à faire, un peu comme entre la France et l'Allemagne. Il y a eu un conflit théologico-politique où, à la fin du XIXe siècle, il y avait et des Français et des Allemands qui se disaient les héritiers de Charlemagne, les uniques héritiers de Charlemagne. Et pourquoi ? Parce que Charlemagne, c'était un rêve de restauration de l'Empire finalement saint, de l'empire religieux. Et donc ça, on n'accepte pas la concurrence. On veut être l'unique héritier. Mais c'est la même chose entre la Russie et l'Ukraine. Mais est-ce que Poutine, il n'a pas utilisé cet argument historiographique juste pour asseoir tout à fait son pouvoir aujourd'hui ? Il a utilisé un argument historiographique juste pour le prétexte. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs causes à cette guerre. Il y a une cause historiographique, il y a une cause, bien entendu, liée à ce qui s'est passé plus récemment depuis la chute de l'Union soviétique, depuis 1991. Il y a eu une tentative de restauration de la démocratie, mais qui n'a pas abouti parce qu'il y a eu un certain nombre d'erreurs. Et Vladimir Poutine, qui est l'héritier de la génération soviétique, de ces hommes du KGB qui n'ont pas accepté de perdre ce que moi j'appelle la troisième guerre mondiale entre l'idéologie communiste et l'idéologie libérale. Il y a eu la guerre froide serait une troisième guerre mondiale ? Oui, parce qu'elle n'était pas du tout froide, elle était chaud bouillante. Il suffit de voir ce qui s'est passé au Vietnam, ce qui s'est passé en Corée, ce qui s'est passé en Afghanistan. Il y a eu plus de morts
que la Première Guerre mondiale. Donc c'était la Troisième Guerre mondiale que l'Union soviétique a perdue, que Vladimir Poutine a perdue. Aujourd'hui, il veut la restaurer. Il veut gagner ce qui pour moi est la Quatrième Guerre mondiale en extension. Donc, bien entendu qu'il faut voir aussi des causes du côté de cette idéologie néo-fasciste qui s'est constituée, ultranationaliste en Russie, revanchiste, qui ressemble beaucoup au revanchisme de l'Allemagne nazie dans les années 30. Et puis il y a d'autres causes, il y a des causes religieuses par exemple, une sorte de néo-fondamentalisme au sein de l'Église orthodoxe qui elle aussi n'a pas accepté de se remettre en question, un peu comme d'autres églises se sont remises en question au XXe siècle. L'Église catholique a fait son Vatican II, l'Église orthodoxe n'a pas fait son Vatican II. Et il y a le rôle du patriarche Kirill aussi qui est tout à fait Le rôle singulier. du patriarche Kirill, mais qui s'inscrit dans une tradition très ancienne, celle du métropolite Serge en 1943, qui avait été invité par Staline à restaurer une église qui était avant complètement persécutée. Donc voilà, il y a beaucoup de causes, mais l'une des causes dont je parle dans mon livre, pour sortir de la guerre, c'est aussi notre problème à nous, occidentaux, qui fuyons sans arrêt face aux réalités, qui avons encensé Vladimir Poutine pendant 20 ans, qui l'avons même décoré de grands croix de la Légion d'honneur, qui n'avons pas vu l'identité ukrainienne, alors qu'il y a une véritable identité ukrainienne historique et très ancienne, comme je l'ai dit, et donc qui avons été finalement marqués par une sorte de postmodernisme, incapable de voir la vérité. Et donc, dans la conférence qu'on va organiser au Bernardin au moment de la présentation de mon livre le samedi 7 octobre, il y aura une matinée et qui va s'appeler Repenser l'état de droit. Il y aura l'après-midi, ça va être consacré à la Russie, de trouver des alternatives démocratiques au système russe actuel. Mais le matin, on va parler de notre postmodernisme à nous. On va inviter des gens comme Rémi Brague et d'autres philosophes pour dire si nous fuyons nos responsabilités, c'est parce que nous vivons dans un paradigme pseudo-réaliste qui se veut pragmatique, qui dit la Russie c'est un État très puissant, qui a un siège au Conseil de sécurité, qui a l'arme nucléaire, l'Ukraine à côté c'est rien du tout, et donc soyons respectueux de ce... Voilà, soyons pragmatiques. Et en fait, c'est un faux pragmatisme, c'est une illusion. Un pragmatisme court terme ? C'est un pragmatisme court terme qui n'a fait que engendrer ce mécanisme de montée aux extrêmes que je dénonce et qui dure depuis 20 ans. Et pourtant, vous parlez d'une quatrième guerre mondiale. On va devoir être pragmatique. S'il y a une quatrième guerre mondiale, on va devoir s'en rendre compte qu'il y a un problème. Il serait temps que... Mais pour voir, c'est dans l'Évangile, il faut croire pour voir. Et pas voir pour croire. Il faut croire pour voir. Ça veut dire qu'il faut changer de logiciel, sortir de notre postmodernisme, qui est en réalité une sorte de philosophie qui ne croit pas dans la vérité, qui ne voit pas la réalité. Si réellement on revient à une métaphysique fondée sur des principes, qui sont les principes constitutionnels, liberté, égalité, fraternité, etc., alors on verra quoi ? On verra que cette guerre, eh bien oui, elle s'étend depuis 20 ans. Au début, il y avait la Tchétchénie, ensuite il y a eu la Géorgie, après il y a eu la Syrie, maintenant c'est des pays d'Europe centrale qui sont menacés. Naïf. Il y a eu de la naïveté de la part de ceux qui gouvernent, notamment ceux qui prennent les décisions géopolitiques. Chez certains, il y a eu de la naïveté. Chez qui ? Dans une grande partie de la droite française classique et qui a été marquée par cette idée d'une alliance franco-russe qui va nous sauver et qui va nous permettre de rétablir les valeurs en Europe. C'était ça qui nous conduisait à faire alliance avec la Russie. Et en réalité, on ne voulait pas voir sur le terrain que la Russie mafieuse de Vladimir Poutine était tout sauf favorable aux valeurs. Donc ça, il y a eu de la naïveté. Mais il y a eu aussi beaucoup de lâcheté. C'est-à-dire tout simplement, nous, ce qui compte pour nous, c'est de défendre les intérêts de notre pays. Et on pensait que c'était en s'associant avec les plus puissants qu'on arriverait à défendre les intérêts de notre pays. Et la réalité, c'est quoi ? C'est qu'on est en train de perdre toute l'Afrique. À force de dire, d'un côté, on est pour les droits de l'homme, et d'un autre côté, de vendre nos entreprises au Burkina Faso, au Mali, au Niger et ailleurs, on est en train de perdre ces pays parce que ces pays... Au profit d'ailleurs de la Russie. Au profit de la Russie, parce que la Russie, si
la propagande de Wagner joue si bien et a tellement de succès en Afrique, c'est qu'il joue sur ce décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, la diplomatie dite d'influence ou pragmatique ou multivectorielle ne conduit qu'à des échecs, alors que la diplomatie courageuse, la diplomatie des principes, la diplomatie éthique, elle, a des résultats. C'est elle qui a donné la création de l'Union européenne. Schuman, c'était courageux. L'intégration de l'Allemagne en 1954 dans l'OTAN, c'était courageux. Aujourd'hui, on nous dit « Ah, mais on ne peut pas intégrer l'Ukraine dans l'OTAN parce que c'est pas possible d'intégrer un pays en guerre. » C'est pas vrai. L'Allemagne était en guerre. L'Allemagne de l'Est était sous occupation soviétique. Le blocus de Berlin, ça a été chaud bouillant. Et en 48 et en 61. Eh bien, en 1954, on a intégré l'Allemagne, et heureusement, parce que ça a permis progressivement de créer l'Union européenne. Donc, voilà, aujourd'hui, il faut passer à une diplomatie qui ose. Moi, j'aime bien cette phrase de Sénèque qui dit « Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. » Et ce qui est difficile, c'est aussi la paix. Il y a quelques jours, Volodymyr Zelensky était à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a annoncé vouloir organiser un sommet mondial de la paix. Mais comment la paix est-elle possible ? Est-ce que la paix est possible ? Alors ça, c'est un thème que je développe beaucoup dans mon livre « Pour sortir de la guerre », dont le sous-titre est « Vaincre l'agression russe contre l'Ukraine et la démocratie » chez Desclés de Brouwer. Je m'appuie, une fois que j'ai fait un diagnostic de notre pseudo-réalisme et de nos lâchetés, je prends au sérieux la proposition de la diplomatie ukrainienne, qui n'est pas simplement de résoudre le conflit russo-ukrainien, qui est devenu un conflit entre la Russie et le monde libre et le monde démocratique. Leur projet, c'est de refaire une nouvelle organisation du droit international, des Nations Unies, etc. Donc, leur idée, c'est de dire le Conseil de sécurité des Nations Unies, ça fonctionne pas. Ça fonctionne de moins en moins. Et donc, il faut prendre les choses à la base, proposer par exemple qu'il puisse y avoir un droit d'appel des Nations Unies lorsqu'une décision du Conseil de sécurité ne permet pas, et c'est pourtant la mission première du Conseil de sécurité que de faire en sorte que la Charte des Nations Unies soit appliquée, lorsque ces décisions ne sont pas appliquées ou lorsqu'il y a des vétos qui ne fonctionnent pas, eh bien que l'Assemblée des Nations Unies puisse outrepasser par une sorte de droit d'appel, ces décisions du Conseil de sécurité. Donc, il y a des réformes possibles du droit international. Il y a un mécanisme qui, de Hiroshima jusqu'à la dernière réunion de Jeddah, a fait en sorte que maintenant, il y a plus d'une centaine de pays qui soutiennent l'Ukraine dans cette réforme du droit international. Et des 10 principes de la diplomatie ukrainienne, il faut maintenant aller de l'avant pour organiser ce sommet de la paix. Et je suis heureux que la France, par exemple, se soit montrée favorable récemment à ce que l'Ukraine intègre l'OTAN. Simplement, il y a certains pays qui sont contre, comme la Hongrie, par exemple. Qu'est-ce qu'on a vu de Viktor Orban. De Viktor Orban. Il y a aussi la Turquie de Erdogan, qui n'est pas claire sur ce point. Et donc, au mois de juillet dernier, à Vilnius, on a refusé. On a claqué la porte de l'OTAN à l'Ukraine. Et qu'est-ce qui s'est passé une semaine après ? La Russie s'est mise à bombarder les silos à grains de l'Ukraine, à déchirer la convention avec l'ONU d'exportation des céréales partout dans le monde. Et donc maintenant, c'est une fuite en avant qui va provoquer une famine mondiale. Donc ça veut dire, là encore, notre lâcheté, notre incapacité à comprendre que c'est cette réforme du droit international que proposent les Ukrainiens qui fait qu'on s'enfonce dans un conflit qui se mondialise, alors que si on faisait preuve d'audace, si on avait un droit arrimé à une vraie justice, eh bien, on serait en mesure de sortir de cette guerre bien plus rapidement qu'on ne le dit. Merci beaucoup, Antoine Arjakovski. Je rappelle que vous publiez « Pour sortir de la guerre, vaincre l'agression russe contre l'Ukraine et la démocratie », livre que vous présenterez le 7 octobre au Collège des Bernardins. Merci beaucoup Merci d'être à vous passé ce matin sur RCF.